Alors aujourd'hui, on est chez Benoît Deschamps qui a décidé de se construire une maison de pneus. Alors, je suis très content de te rencontrer parce que je trouve ta maison absolument géniale, vraiment. Mais dis-moi, pourquoi une maison de pneus? Pourquoi se construire une maison de pneus? Pour faire les choses différemment. Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs choses dans la base, dans la construction de nos maisons qui me semblaient problématiques, qui me semblaient même déficients. On construit des maisons qu'on va appeler non conventionnelles, des maisons très luxueuses, mais qui vont constamment avoir besoin d'énergie, qui vont constamment avoir besoin qu'on s'occupe d'elles, qui donneront pas des besoins autres, de remplir des besoins des gens autres que juste l'habitation. Donc, le but, c'est de faire une habitation intelligente qui va aller chercher d'autres aspects des besoins de l'être humain. C'est pour changer aussi de style de vie. On se cachera pas, nous, on avait une maison dite conventionnelle avant, qu'on s'est fait construire clé en main par un entrepreneur. On a eu des problèmes avec cette maison-là, des problèmes de pyrotite, on s'est fait réparer. On a revendu la maison pour venir construire ici. Donc, on s'éloigne de la ville, on vit en milieu rural, puis on change de style de vie. Et en plus, ici, même si on est en forêt, c'est un écoquartier. Parle-nous donc un petit peu du concept de l'écoquartier. Oui, donc ici, il y a environ, je sais pas, peut-être avenue comme ça, une cinquantaine de terrains qui sont à vocation écologique. C'est-à-dire que quand on achète un terrain, on est lié par une servitude dans l'acte notarié qui nous oblige à faire des choix écologiques pour notre maison. Donc, on peut pas couper plus que tant d'arbres sur le terrain. On peut pas occuper plus que tant de superficie de terrain avec notre maison. Il faut garder le terrain, l'état vierge le plus possible. On peut pas utiliser de tondeuse à essence, ces choses-là. Il faut utiliser des matériaux recyclés. Alors, tous les gens qui sont installés dans l'écoquartier ici, présentement, il y a une douzaine de maisons. C'est l'écoquartier de Saint-Mathieu-du-Parc qui s'appelle De Feuilles en Aiguille. Ils ont tous des maisons, on peut dire, à vocation écologique. Donc, des méthodes alternatives de construction. Des maisons en ballot de paille, d'isolation très différentes, avec des charpies de jeans, de la laine de mouton, des choses comme ça. Donc, c'est... Et comment ça finit par exister un écoquartier? Parle-nous, c'est quoi le concept de l'écoquartier? Ça se construit comment un écoquartier? C'est sûr qu'au départ, ça prend la volonté des gens. Donc, il y a eu un mouvement, il y a eu une envie de faire quelque chose ici d'écologique à Saint-Mathieu. Puis, ces gens-là se sont regroupés. Ils ont formé une coopérative de construction. Puis, ils ont commencé à construire des maisons pour les gens. Donc, cet entrepreneur-là, qui était un genre de coopérative, ont commencé à construire des maisons. Ils ont eu des problèmes financiers, des poursuites, des choses comme ça, parce qu'au début, ils ont eu des petits pépins. Donc, l'entrepreneur fait faillite. Puis, l'ensemble des gens qui étaient construits ici ont créé une société en nom commun. Ils ont racheté l'ensemble des terrains pour préserver la vocation écologique des terrains qui avaient été achetés. Donc, le développement a été préservé. Maintenant, ces gens-là revendent les terrains et tous les cadastres enregistrés à Québec, tous les terrains, tout était arpenté. Maintenant, ça a conservé leur aspect écologique. Donc, quand on achète un terrain, on est nécessairement dans le quartier, donc lié à cette vocation écologique-là. Donc, ces citoyens-là sont devenus propriétaires de ces terres-là et ils ont formé une espèce de coopérative, comme on pourrait dire? Ou... Oui. C'est une coopérative? C'était une coopérative, maintenant c'est une société en nom commun. Donc, c'est un peu à but lucratif quand même, mais ils ont eu envie de préserver la vocation écologique du quartier ici. Et le prix des terrains est raisonnable ou? J'ai fait plusieurs comparatifs, c'est sûr, avant de pouvoir me décider, avant d'acheter ici. Puis c'est dans les moyennes de prix, donc c'est sûr qu'on parle pas de terrain comme à Montréal. C'est pas aussi dispendieux, on est quand même dans une petite ville. Mais on parle d'environ 30 000 $ pour un 100 000 pieds carrés. Donc on s'entend bien, c'est pas une coopérative là communautaire, c'est pas basé sur le partage des ressources ou de quoi que ce soit, mais il y a quand même une forme d'entraide entre les personnes qui ont acheté des terrains ici. C'est du bon voisinage. C'est qu'on a tous les mêmes convictions, on est tous orientés vers un but commun, c'est-à-dire l'écologie, préserver notre milieu naturel, notre milieu de vie, donc avoir un endroit qui est pas pollué, qu'on peut profiter de la nature, profiter de la vie sauvage aussi, donc les animaux, préserver leur habitat. Puis c'est ça qui nous rassemble dans le fond aussi. C'est ça qui fait qu'on a envie
d'être ensemble. C'est pas une communauté, on partage pas des choses nécessairement en commun, mais on a tous le même but. On est tous installés au même endroit, puis c'est du bon voisinage. C'est-à-dire que moi, je m'entends bien avec mon voisin. Si j'ai un service à lui demander, je m'en vais cogner à sa porte, il vient m'aider, de bon gré. Quand lui a besoin d'aide, moi, je vais l'aider. C'est des choses, des fois, qu'on retrouve pas dans les villes, parce qu'on se retrouve avec tellement de voisins, tellement de gens différents. Ça change la dynamique un peu. C'est intéressant quand même. Donc, c'est très peace and love quand même. Je dirais pas jusque-là, mais on est, c'est une belle harmonie. On est bien. C'est quoi l'avantage d'une maison de pneus, finalement? T'sais? Toi, je sais que c'est un concept américain qui s'appelle Earthship, qui sont des maisons intelligentes, des maisons écologiques, que tu as réadapté, toi, pour le climat du Québec, qui est beaucoup plus froid qu'au Nouveau-Mexique ou en Californie. Alors, parle-nous donc, grosso modo, c'est quoi ce concept-là? Ben, les maisons Earthship, du principe Earthship de Michael Reynolds, qui est l'architecte au Nouveau-Mexique, et ça implique différentes choses très précises. Donc, 6 concepts. Je suis pas l'expert dans ce domaine-là. Donc, si je vous l'ai dit, ça se peut que je me trompe un peu, mais c'est recycler les matières. Donc, utiliser des matériaux recyclés. C'est de donner l'alimentation à même la maison. Réutilisation des eaux grises, donc filtration des eaux grises, ces choses-là. C'est l'utilisation du solaire passif aussi pour chauffer, donc le plus passivement possible, stabiliser, avoir une maison qui va être fonctionnelle le plus passivement possible. C'est le but un peu qui est cherché. Donc produire de l'alimentation aussi à même la maison pour remplir les besoins de base des gens avec un seul habitat. Donc tu crées de l'énergie à panneaux solaires? L'énergie renouvelable, donc oui, panneaux solaires, éoliennes. Il y a d'autres façons de produire des énergies. La plupart sont basées sur le soleil, mais ici au Québec, on a moins d'apports lumineux de soleil direct, d'énergie solaire directe, qu'il y en a dans d'autres pays au sud, aux États-Unis, où ces maisons-là ont été développées. Donc ici, il a fallu faire des adaptations pour venir compenser ces manques-là. Et quel genre d'adaptation as-tu fait, toi? Comme par exemple, quand on bâtit un chip, on fait une coquille d'isolation à l'extérieur. On vient faire un tertre de terre qui est à l'extérieur de la maison des murs. Puis, ce tertre de terre-là est appuyé contre le mur de pneus du côté nord de la maison. Ce tertre de terre-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient apporter une stabilité thermique à la maison. Ça, c'est se basant sur des principes que la terre, à partir d'une certaine profondeur, elle a une température stable. Mais par exemple, ces maisons-là, les Earthship, ils viennent créer une ambiance intérieure d'une température stable. Donc, elle est plus soumise à la température extérieure, donc elle vient plus chaude. Sauf que, bon, j'entrerai pas dans les détails techniques, mais plus la masse est grande, plus elle est dure à réchauffer également. Plus tu as de soleil pour la chauffer gratuitement, plus tu peux stabiliser ta température facilement. Ici, on a moins de soleil, donc on n'a pas autant de facilité avec le soleil de réchauffer cette masse-là. Donc, on a développé d'autres trucs pour venir stocker la chaleur quand elle est disponible l'été. Comme ça, on peut faire fi un peu du soleil qu'on a moins l'hiver. Mais là, tu as des grandes fenêtres tout le long. Là, on est là parce ce qu'il faut dire, c'est que là, tu es en pleine construction de ta maison. Oui. Elle n'est pas encore terminée. C'est une maison familiale, tu as une femme, tu as deux petites filles. Donc, c'est une maison que tu vas habiter l'année prochaine, probablement, quand tu l'auras terminée. Mais là, on est quand même face à un grand corridor avec de grandes fenêtres tout le long. Alors, parle-nous de ce concept-là. Qu'est-ce que énergétiquement ça apporte à la maison? C'est des principes qui sont déjà connus depuis plusieurs années. Nous, on fait juste les réutiliser dans notre contexte, mais c'est de venir créer une zone tampon. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il de côté, on a une grande fenestration qui va laisser passer la lumière et chauffer la maison quand il va faire soleil, même s'il fait très froid dehors. Puis on vient isoler avec une autre division avant d'arriver dans les pièces de vie. Donc, les fluctuations de température pourraient se produire ici dans la serre. L'espace de l'autre côté de vie sera plus stable au niveau thermique parce qu'elle va être adossée à la terre, au mur de terre. Elle va être isolée de l'extérieur par une zone d'air qui va être quand même assez grande. Donc, c'est simplement ça le but, le type de maison qui est particulier à ça, c'est que souvent, on va retrouver des serres qui sont extérieures à la maison. Nous, on vient la jumeler à la maison. C'est un peu ça qui rend le principe intéressant également. Mais côté énergétique, c'est que
on vient créer une isolation, mais on se coupe pas de rayons de soleil. Tout est vitré. Mais là, on sent, il fait -10 dehors et puis on est très bien ici. Puis là, le soleil vient de sortir. Là, on sent la chaleur du soleil. C'est très agréable. Maintenant, ce que tu appelles une serre, dans cette serre-ci, tu m'expliquais que tout le long des fenêtres, tu vas avoir des plantes et au bout de la serre, tu vas avoir un bassin avec des poissons dedans. C'est quoi c'est comme une culture intérieure. Alors, tu vas manger les poissons, tu vas manger les fruits ou les légumes qui vont pousser dans les plantes. C'est le mélange de deux sciences, la pisciculture puis l'hydroponie, en fait. C'est qu'on vient croiser l'élevage des poissons avec la culture des plantes. Quand on prend chaque système séparément, on a besoin de faire des apports et des ajouts. Donc, par exemple, dans l'hydroponie, on vient ajouter des nutriments aux plantes, on recircule l'eau constamment, mais les plantes sont jamais capables de tout extraire. Donc, à partir d'un certain moment, l'eau devient chargée elle est trop chargée, elle devient toxique. Alors, il faut jeter l'eau, en réintroduire, et réintroduire des éléments nutritifs. Avec l'apiculture, la pisciculture, dans le fond, avec les poissons, on vient faire la même chose. On nourrit les poissons produisent des fientes, ça pollue leur eau, ça les prive d'oxygène, il faut filtrer l'eau, renouveler l'eau. Quand on vient croiser les plantes et les poissons, le processus se met en équilibre. Les plantes vont filtrer l'eau des poissons, vont extraire les nutriments produits par les fientes de poissons et qui sont décomposés par des cultures de bactéries. Puis, cette eau-là va retourner aux poissons filtrés. Donc, les poissons vivent, les plantes vivent, et les deux sont en symbiose. J'ai bien hâte de venir filmer ça. On va revenir filmer ça, voir comment ça fonctionne. Parce que cet été, tu vas te faire un jardin bio à l'extérieur. Oui. Donc, tu vas pouvoir alimenter aussi ta famille avec ce que tu vas faire pousser. Et à l'intérieur, tu vas aussi pouvoir alimenter en partie ta famille avec les légumes qui vont pousser à l'intérieur. Et vous allez pouvoir manger les poissons aussi. Oui, c'est ça. On va avoir des bassins assez gros pour avoir environ une 60aine de poissons par année. Donc, un poisson par semaine environ. Puis c'est des poissons qui vont grandir jusqu'à environ 12 pouces. Donc, ça prend un an environ pour que le poisson grandisse à 12 pouces. Ouais, c'est formidable. Et puis les petites filles, ils vont avoir du plaisir à les voir grandir, ces poissons-là aussi. En même temps, c'est très éducatif pour les enfants. Donc, le concept du Earthship, tel que toi tu l'appliques, ça te permet non seulement une autonomie énergétique, alimentaire. Et alimentaire en plus. C'est peut-être pas une autonomie, mais on vient combler un grand manque. Plutôt que de prendre tous nos aliments dans les épiceries, de faire provenir des aliments de l'autre bout du pays, de Californie, de Colombie-Britannique ou de l'autre bout du monde, de Nouvelle-Zélande, on essaie de garder ça local. Donc nous, on est très aussi diversité, mais locale, c'est-à-dire qu'on va aller voir des artisans, des gens qui font de la culture bio, on va aller acheter des paniers de légumes, ces choses-là. Et dans cette philosophie-là, garder les produits le plus près possible de toi, c'est un bienfait pour l'environnement, c'est un bienfait aussi de l'alimentation pour nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça le but avec ça. Et c'est aussi un pas vers l'autonomie, vers l'indépendance au niveau de la survie de la cellule familiale humaine à l'intérieur d'un habitat qui est intelligent, en fait. Oui. C'est que la maison vient prendre soin un peu de nous, c'est que elle nous permet d'avoir une base de nos besoins qui sont remplis. Donc, même si l'alimentation ici, c'est évidemment que tout l'hiver, on n'aura probablement pas assez de culture pour tout le temps juste manger avec ça. Mais on serait capable de remplir un besoin de base pour survivre. On est dans un contexte où est-ce qu'on tombe dans une catastrophe, une guerre ou un truc comme ça. On a les besoins de base qui sont quand même remplis. Donc, la maison, elle a été pensée pour ça. Si on perd l'électricité, on arrive quand même à se chauffer. Si on perd l'eau courante, on a quand même de l'eau de pluie qui est filtrée qu'on peut utiliser. Si on perd nos moyens de transport, on perd l'alimentation, on a quand même une terre à cultiver puis des bassins de plantes à l'intérieur pour subvenir à nos besoins d'alimentation. Donc, c'est de remplir les besoins de base de l'être humain le plus simplement possible à même une région la plus
plus petite possible pour que l'empreinte soit plus petite possible. À notre époque, ça fait un peu science-fiction, mais en fait, les gens vivaient comme ça il y a 150 ans aussi. Oui, nos ancêtres vivaient comme ça, il y avait plein de trucs. On les a perdus à cause de nos modes de vie qui ont évolué. On essaie de les redécouvrir. Des fois, on se dit « Ah, on a découvert telle chose. » En fait, tu as juste redécouvert quelque chose qui était connu déjà. Comme le fait d'enterrer ses patates ou ses carottes l'hiver dans le sol. Ils peuvent passer l'hiver tant qu'ils sont pas atteints par le gel. Donc, c'est des techniques de base comme ça qu'on apprend à redécouvrir. Pourquoi des pneus? C'est quoi l'avantage d'avoir une maison dont les fondations sont faites en pneus? La question revient souvent sur les pneus. La maison s'appelle maison de pneus, évidemment, parce que c'est sa caractéristique qui la rend si particulière, c'est qu'elle est faite avec des pneus. Sinon, on pourrait appeler n'importe quelle maison de béton ou maison de bois. Ils sont faits avec du bois et du béton. Ici, il y a tout ça. Mais ce qui la rend encore plus particulière, c'est l'utilisation des pneus. Et pourquoi? Il y a différents avantages. C'est que le pneu, il est très abondant. Et bien évidemment, ici, on utilise dans notre mode de vie beaucoup de voitures, donc on a beaucoup de pneus. Ici, au Québec, les pneus sont bien gérés par Recycle Québec, mais dans plein de pays, surtout aux États-Unis, les pneus, c'est un déchet qu'on retrouve dans des montagnes et des montagnes dans des dépotoirs de pneus. Et ici, depuis les feux de Saint-Amable en l'an 2000, on a pris en charge la récupération des pneus. Maintenant, l'utiliser dans une construction, en tant que matériau de construction, ça demande des ajustements, puis il faut comprendre aussi pourquoi. Donc, le pneu est rempli de sable compacté à presque 95%, mais à la main. Donc, c'est beaucoup d'efforts hommes, mais c'est une matière qui est très stable. Le pneu, il est inerte, il travaillera jamais, il se décomposera jamais. Il est thermiquement stable aussi, c'est-à-dire qu'il va pas se contracter ni s'expanser. Donc, ça fait une stabilité au niveau de la fondation, contrairement à du béton qui pourrait fissurer. Donc, c'est fait aussi dans un esprit de recyclage. Bien sûr. Il y a des avantages aux pneus, mais il y a aussi cet esprit de recycler les nombreuses matières et les nombreux objets qui sont industrialisés à grande échelle sur la planète et de s'en servir à bon escient. Maintenant, si on parle de pneus, j'ai lu, il y a des gens qui se demandent, des pneus, c'est polluant. Qu'est-ce que tu répondrais par rapport à ça? Ça c'est fait avec des matériaux chimiques, il y aurait des gaz qui pourraient s'échapper de ça. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Benoît? Ça fait 40 ans que les airchips existent aux États-Unis. Ils ont beaucoup plus de soleil, beaucoup plus de chaleur que nous. Nous, ici, on a plus d'eau, mais eux, ils n'ont jamais eu de problème de santé. Il y a eu des analyses d'air qui ont été faites, il y a eu des études universitaires qui ont été faites sur ces pneus-là, sur l'impact sur la santé que pourrait avoir cette utilisation-là des pneus dans une maison. Puis, il n'y a pas de preuve que ça a démontré hors de tout doute, dans le fond, que c'est problématique pour la santé. C'est sûr qu'on s'entend des pneus, on va dire c'est un rebut, mais tu sais, c'est ça la caractéristique, c'est de réutiliser les pneus. Il faut comprendre aussi comment la matière réagit pour savoir si c'est polluant ou non. Le pneu, il va se dégrader puis il va émettre des polluants s'il est en contact avec l'air, le soleil, puis l'eau, s'il est oxydé. Donc, on vient le fermer dans de la terre, donc il est isolé du feu. Si les gens se posent souvent la question, s'il y a un feu, ça va brûler, ça va boucaner, mais c'est rempli de sable, puis ensuite c'est compacté, c'est tout fermé, il n'y a pas de jeu d'air. Si c'est un feu qui prend ici, la structure de bois passe au feu, mais les murs de pneus vont rester intacts. C'est déjà arrivé dans d'autres maisons Earthship. Mais tu as aussi donc le seul matériau recyclé que tu utilises, c'est les pneus. Tout le reste, c'est des matériaux neufs. Il y a quand même une grosse part de matériaux neufs. On a réutilisé beaucoup d'isolants qu'on a récupéré des chantiers de maisons en démolition. Donc, nous, dans notre région, c'est la pyrotite. Donc, on démolit les sous-sols de maisons, puis on envoie tout aux ordures. Alors, nous, on passait dans les chantiers. On allait dans les conteneurs pour ramasser des grands panneaux d'isolation, ce qui a servi à beaucoup d'éléments d'isolation du pourtour pour l'extérieur. Donc ça, c'est aussi des quantités de matériaux qui sont évités d'envoyer aux déchets. Est-ce qu'il y a aussi un avantage financier à ce type de construction de maison? Le prix global de la maison va s'approcher d'une maison conventionnelle pour la même superficie. C'est au niveau de la durabilité des matériaux, puis c'est sûr que plus on utilise des matériaux recyclés, moins ça coûte cher, mais plus on coupe dans la qualité aussi des matériaux. Donc, ça se peut qu'on se retrouve avec des rénovations à faire plus tôt. Mais toi ici, tu as choisi des matériaux de grande qualité. Quand même, oui. Parce qu'on veut avoir quelque chose qui va durer, qui va nous donner un bon confort,
puis on va être efficace aussi au niveau de l'énergie. Donc, on a mis les efforts en isolation pour qu'à long terme, ça paraisse sur les économies d'énergie. Donc, si on sauve l'énergie, on améliore notre confort, notre économie à nous, en tant que famille, mais aussi on diminue l'empreinte de toutes sortes de choses. Quand on pense plus loin là, sur nos habitudes de vie immédiates, quand on se questionne là-dessus, on voit que notre empreinte est beaucoup plus large que notre petit milieu. On voit que si on consomme plus d'énergie, on va aller construire des barrages, puis on va inonder des terres. Il y a des impacts, il faut les comprendre. Puis c'est des choix nous qu'on fait. C'est que ça nous coûte, je sais comme ça, 10 000 $ de plus d'isolation et de penser la maison, de faire les designs pour sauver l'énergie, pour faire notre part dans le fond. Quand vous avez commencé à construire la maison, il a fallu installer les pneus et tu m'as raconté que ça a été une grande corvée. Parle-nous donc de cette grande corvée où il y avait 40-50 personnes pour installer les pneus. C'est ça qui est le fun avec Leadership un peu, c'est que c'est un milieu qui est très collaboratif. C'est-à-dire que nous, on a simplement fait un appel par les médias sociaux, par Facebook, de tous ceux qui s'intéressent au principe de Leadership. Donc, c'est un réseau social. Puis, on était combien? 55, 60 personnes pour une fin de semaine qui sont venues nous aider à compacter des pneus, les mettre en place. Donc, déplacer la matière, le sable, les remplir, les mettre à niveau, tout travailler ça. Donc, c'est des gens aussi qui sont intéressés à apprendre comment faire, pourquoi on le fait, puis ils aiment ça, venir voir que ça se fait, qu'il y a quelque chose qui se fait, que c'est possible de le faire au Québec, qui voulaient faire leur part, voulaient prendre part au projet. Donc, nous, c'est sûr qu'on avait besoin d'aide. Si on avait construit ça sans la coopération de ces gens-là qui sont venus gracieusement, on serait pas aussi avancé dans notre construction, c'est ça. Parce que le reste de la construction, c'est surtout toi qui l'a fait. On a eu de l'aide par-ci par-là de gens qui étaient aussi intéressés au principe des Leadership. Mais oui, presque 100% de mon temps, là, depuis environ 5 mois, c'est moi, famille immédiate, là, qui travaillons au projet. Et je pense que le résultat, ça va donner une maison vraiment magnifique, très belle et aussi très agréable à vivre, avec beaucoup de lumière, beaucoup de confort. C'est pas un shack là que tu construis, c'est vraiment une belle grande maison aussi, là. Oui, c'est ça. On met les efforts pour qu'on soit confortable, que ça soit beau. Puis c'est ça. On veut montrer aux gens aussi que c'est possible de faire quelque chose qui va aller chercher des niveaux de confort, qui va aller chercher une majorité des gens. Auxquels les gens sont habitués aussi. Ça. On est habitué à un certain confort moderne, contemporain. Les gens qui viennent t'aider à construire parfois et tout ça, ou qui viennent visiter, quelles sont leurs réactions à la maison? Tout le monde est très étonné de la grandeur. Quand on rentre, tout le monde a le même réflexe de dire « Oh, c'est grand ». Oui, c'est grand. On va travailler à faire des divisions, ça va rapetisser, mais l'empreinte au sol d'une maison comme celle-là est pas sur 2 étages, donc c'est sur un seul plancher. Donc c'est sûr que ça donne l'aspect que c'est grand. Mais tout le monde a les mêmes réflexions. C'est regarde là, il fait soleil, on a le soleil dans les yeux, mais c'est très lumineux, c'est chaud. On est bien, le plancher est chaud, c'est très agréable. Donc c'est la réaction que les gens ont. Puis quand ils viennent ici voir la maison, ils sont soit curieux. Oh, il se passe quelque chose, on va aller voir, je vais aller voir ça, cette maison-là, comment c'est fait. Il y en a d'autres qui viennent poser des questions. Ça, comment t'as fait ça? Ça, comment t'as fait ça? Ils posent des questions plus pointues. D'autres, ils veulent juste venir voir la maison, la ressentir, puis... Parce qu'il n'y a aucun entrepreneur au Québec qui construise des maisons semblables. Donc, ça devient un projet, comment je te dirais, alternatif de construction de maisons. Soyons réalistes, là, c'est comme un mouvement, en fait, oui, qui peut aller dans ce sens-là. C'est un mouvement. Toi, t'es précurseur de ce mouvement-là aussi. Oui. Ici, au Québec, oui. Mais ces maisons-là, il y en a plusieurs qui sont développées déjà en Ontario, ailleurs au Canada, en Europe, aux États-Unis, il y en a plein. Mais nous, on est un des premiers. Il y en a eu un autre avant nous qui s'appelait le Escargot. C'est un genre de maison Earthship aussi. Dans le fond, dans ce temps-là, les connaissances sont un peu moins avancées. Nous, on a profité un peu, tu sais, du fait qu'il y a d'autres personnes qui sont passées avant nous pour s'inspirer et faire quelque chose qui correspondait à nos besoins, là. Qu'en pensent tes voisins? Au début, les voisins étaient sceptiques. Même notre famille était sceptique quand on en parlait à nos proches, à notre famille. Maison en pneus, puis la façon dont la maison était faite, c'était hors norme. C'était très alternatif, comme vous dites.
Mais au fur et à mesure que ça a avancé, que le projet a avancé, qu'ils ont vu la maison s'ériger, puis devenir belle, puis comprendre les principes, qu'est-ce qu'on a mis dedans comme effort, comme intelligence, les gens comprennent puis sont emballés par le projet. Donc, il faut être habile de ses mains pour avoir un chip, finalement, pour se construire un chip, parce qu'il n'y a personne qui va le construire pour toi. Toi, aurais-tu le désir de devenir un entrepreneur, un contracteur pour construire des maisons semblables au Québec? Est-ce que ça serait dans tes rêves, dans tes plans, dans tes... C'est pas dans mes projets immédiats, parce que mon projet immédiat, c'est me construire, mais on verra. On verra qu'est-ce que la suite des événements va apporter. S'il y a des gens qui sont intéressés à ce qu'on les aide dans leur design ou dans leur construction, on est disponible à les aider. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont manifesté le désir avec tous ces gens qui sont passés ici pour voir ou donner un coup de main? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'intention de s'en construire une Earthship? Il y a beaucoup de plans pour des petites serres. On va pas dire inspiré des Earthships, c'est juste une petite serre. Les maisons, c'est encore quelque chose qui est très alternatif, c'est presque marginal pour l'instant, mais c'est le début de la vague. Mais oui, déjà, de tous ceux qui sont venus me voir, il y en a d'autres qui veulent se construire, donc je suis convaincu que dans les 5 prochaines années, il va y avoir au moins 2 autres constructions. Aux États-Unis, en Europe, est-ce qu'il y en a beaucoup? Beaucoup, c'est sûr que c'est relatif si on regarde par rapport à toutes les autres maisons qui existent. Oui. Mais comparé au ratio qu'il y a ici, oui, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup en Ontario et beaucoup aux États-Unis. Mais on parle de quoi? De milliers de maisons? Ou... D'après moi, aux États-Unis, il y en existe peut-être une vingtaine qui sont publicisées. Mais il y en a plus. Les gens, des fois, en parlent pas. Ils veulent avoir la paix. Parce que ce genre de maison-là attire l'attention. Il y en a qui veulent pas l'attention. Donc, il y en a des maisons. On peut trouver des références sur Internet de ces maisons-là qui existent. Par l'intermédiaire du site earthship.com, entre autres. Ou encore, il y a Darfield Earthship qui ont mis sur pied une carte sur laquelle ils répertorient tous les endroits où il y a des maisons de pneus des Earthships. Donc ça devient intéressant, là. L'information commence à sortir. On voit qu'il y en a qui existent. On voit qu'on n'est pas les seuls. Tu dis qu'il y a des gens qui veulent pas avoir de publicité, ils veulent vivre dans leur petit tranquille, dans leur Earthship, un peu à l'abri de la société. Est-ce qu'il y a un peu cette philosophie-là dans cet écoquartier-ci, là, où tu construis ta maison? Je peux pas parler pour les autres. C'est sûr que nous, on est encore dans un processus de construction ici, donc on n'a pas encore établi des liens très serrés avec les autres habitants de l'écoquartier. Oui, mais vous vous êtes regroupés ici dans un esprit particulier, avec une philosophie de vie particulière. Oui, on est tous attachés à l'environnement. Puis c'est sûr qu'à quelque part, quand ils nous voient construire cette maison-là, ça va les chercher dans leurs principes. Ils savent pourquoi on le fait, ils sont d'accord avec ça. Donc c'est pourquoi aussi on a eu plus de facilité à avoir nos permis pour construire ici, c'est que l'emplacement est à vocation pour ça. Donc la ville aussi était d'accord avec ça, donc ça l'a aidé au processus de permis, parce que souvent c'est ça qui va bloquer les gens ici au Québec, c'est les permis. Donc nous, on a passé au travers un peu de ces étapes-là, d'une certaine manière, pour aider les gens à se construire leur propre maison. On a écrit un guide, un PDF, c'est un document numérique qui est en vente pour c'est 10$ sur notre site internet, qui décrit toute notre démarche, toute notre recherche. Donc on a tout concis, notre information, pourquoi on a fait ces choix-là, tout expliquer pourquoi on a fait nos choix, puis rendre disponible cette information-là à d'autres. Donc vous dites qu'il y en a qui veulent rester dans l'ombre pour avoir la paix, mais nous, c'est sûr qu'on veut pas devenir une bête de foire, mais en même temps, on est convaincu que ces maisons-là ont un potentiel très intéressant pour beaucoup de gens. Donc, on veut rendre l'information disponible. Est-ce qu'il y en a d'autres écoquartiers comme celui-ci au Québec? Ça commence. Ici, je crois que c'est peut-être un des premiers, mais il y en a déjà un autre à Trois-Rivières, l'écodomaine des Forges, puis il y en a un peu partout d'autres au Québec. Je les connais pas tous, évidemment, mais moi, la recherche que j'ai faite, quand on a cherché pour se construire, on cherchait un endroit dans une ville où il y avait un écoquartier. Mes recherches m'ont amené ici. Puis ça tombait bien, c'était dans notre région. Puis on adore Saint-Mathieu. On a toutes sortes d'activités ici. On a le parc, on a des activités médiévales, c'est animé à plein de moments dans l'année. C'est un endroit où il y a beaucoup de villégiature, donc des lacs, c'est très joli. L'hiver, il y a plein de choses à faire, donc c'est une belle place pour se retrouver en nature. Donc on a eu envie, nous, de venir habiter ici.
Fait que c'est... Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une culture autour de cette culture particulière, autour de cette philosophie de vie? Une culture dans le sens... Tu sais, comme en face, là, il y a une maison où il y a du yoga, il y a du massage. Tu parles qu'il y a des médiévales autour. Et c'est évident que tous les gens qui habitent dans le quartier, dans l'écoquartier, sont très liés à la nature aussi. Donc, des sports, du trekking, aller se baigner dans les beaux lacs de la région. Donc, il y a une espèce c'est une culture un peu, comment je pourrais la qualifier, de retour à la terre d'une certaine manière. Oui. Oui, je pense que c'est quelque chose qui nous anime tous, il va nous chercher même. Moi, j'ai habité en ville 7 ans, notre famille. Puis, on aime la ville pour certaines choses. Mais avec le temps, on a tous envie de faire reprendre un contact avec la nature. Souvent, on le fait pour un week-end, on le fait pour une semaine, on le fait parce qu'on s'en va en randonnée. Nous, on a décidé d'en faire un mode de vie. Donc, ça devient un quotidien. Donc oui, ça fait un peu partie de notre culture qu'on a envie de se donner, c'est que on a envie de reprendre contact avec l'environnement, avec la nature, de la respecter, d'arrêter d'imposer nos limites à la nature, de vivre en harmonie avec elle, comprendre comment elle fonctionne. On pourrait dire que c'est une façon de vie un mode de vie qui est beaucoup plus responsable que ce qu'on vit dans la majorité des cas dans nos sociétés contemporaines. Chaque personne fait selon son bon vouloir, on pourrait dire. Il y a beaucoup de gens qui habitent en ville qui n'ont pas le choix, d'une certaine manière, à cause du travail, à cause de ces choses-là. Chaque personne est capable de faire un petit geste pour l'environnement quand même si on est en ville. Nous, c'est un choix de venir se déplacer en communauté rurale, on pourrait dire. Mais chaque personne est capable de faire des propres choix quand même responsables. Est-ce que de dire qu'on est plus responsable, c'est une question de perception pour chacun, mais je n'irais pas jusqu'à me targuer de dire qu'on est exceptionnel dans ce qu'on fait. On fait parce qu'on croit que c'est la bonne chose à faire. Puis si les autres perçoivent que c'est la bonne chose à faire, mais faites-le aussi. Si on encourage les autres à le faire, c'est tant mieux, dans le fond. Ça va être mieux pour la nature, ça va être mieux pour notre futur, le futur de nos enfants, l'environnement. C'est ça qui est important. Parce que tu sais, c'est sûr qu'en ville, on peut poser certains gestes, recycler, tout ça, bon, pour polluer le moins possible. Mais ici, c'est pas un petit geste, là, c'est un grand geste que vous posez, de construire une maison qui respecte l'environnement, d'avoir de la culture bio, de faire vos propres aliments, même à l'intérieur de la serre dans la maison. C'est quand même un grand geste, là. C'est pas... Il y a une grande philosophie derrière tout ça aussi. Il y a un grand choix derrière tout ça. Il y a une conscience de l'environnement, de la planète qui est très grande chez toi, chez ta famille aussi, et dans le quartier. Mm-hmm. Ben, je pense qu'il est temps, là. Il est temps qu'on se rende compte que l'impact qu'on a sur l'environnement est plus grand que ce qu'on croit. Puis c'est malheureux, mais l'être humain a tendance à changer ses habitudes seulement quand on est confronté au pire. Quand on est rendu dans le mur, là, on va réagir. On va dire, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis on va regarder derrière nous, puis on va dire, ah oui, on aurait dû faire ça. Et je pense que le moment, il est déjà passé, là. Je pense qu'on est assez sensibilisé par toutes les campagnes d'environnement puis les scientifiques qui nous disent qu'on est en train de passer le cap de non-retour. Je crois qu'il est temps d'agir. Il faut faire quelque chose. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on arrête de le dire, on le fait. Même si on revenait à des habitudes de vie plus saines, il est déjà trop tard. Il faut pas que ça serve de prétexte pour dire qu'on changera pas, par contre. Tous les efforts qu'on va faire, même si on est déjà passé le cap, ça va déjà être ça de gagner sur le futur. Donc, il faut quand même changer si on a la capacité de le faire. Pourquoi attendre? Parce que le problème aussi, c'est que il y a 7 milliards d'individus sur la planète. Hein? Donc, il y a de plus en plus de consommation, de plus en plus de besoins énergétiques, de plus en plus de pollution. Il y a tout ça. Donc, l'empreinte que l'être humain laisse sur la planète est énorme maintenant. Je veux dire, il y a 50 ans, il y avait 2 fois moins de personnes. Mais le rendu à 7 milliards, il y a une urgence réelle. C'est bien qu'enfin, qu'on voit des gestes, que des citoyens posent
des gestes aussi concrets que ce que toi tu fais et les gens dans le quartier, dans l'écoquartier. Moi, je suis épaté, je connaissais pas ça. Hein, c'est une grande découverte, tout ça. T'sais, et pourtant, c'est là, ça existe. Et toi, tu es un peu le porte-étendard de tout ça. Tu es sur Facebook, t'as ton site web, tu parles de ces choses-là, en fait. T'as pas peur, tu te caches pas. Non, puis si on fait des erreurs ici, peut-être qu'il y en aura, il y a peut-être des petites choses qu'on a mal fait, peut-être des omissions, des fonctionnements. On connaît pas encore tout à fait la dynamique de la maison, même si on a quand même bien évalué certains aspects. Il se peut qu'il y ait des choses à améliorer encore. Puis on veut passer cette information-là aux autres qui sont intéressés à avoir des maisons semblables pour pas qu'ils refassent les mêmes erreurs, qu'on améliore le confort, la qualité de vie, l'efficacité énergétique, ces choses-là. Donc on veut pas que les gens refassent les mêmes erreurs. Donc, nous, dans un souci d'aider les autres, dans un projet de vie semblable au choix qu'on a fait, on est là pour passer l'information à ceux qui sont intéressés. Si ça vous intéresse pas, vous en faites fi de l'information, mais ceux qui sont intéressés viennent me voir, me poser des questions, je leur réponds, bien honnêtement. Nous, on a fait ça, on explique tout. Mais là, en pleine nature, quand on construit une maison neuve, c'est possible de faire une maison intelligente, une maison qui respecte l'environnement. Mais dans des grandes villes déjà construites, comment peut-on transformer toute ces maisons gloutonnes d'énergie en maisons intelligentes et responsables de l'environnement? Ça, c'est un grand défi. Oui. C'est un défi de notre mode de vie, de notre culture globale. Avant que des maisons comme ça se retrouvent dans des grandes villes, il va falloir qu'il y ait un changement radical dans nos pensées, dans notre mode de vie. Et aussi un changement radical de nos infrastructures. Oui, tout à fait. Tout à fait. Des maisons comme ça, c'est intelligent. Pas juste au niveau du bâtiment et d'interaction avec les êtres qui l'habitent, c'est aussi avec l'environnement. Donc ici, la maison a été soigneusement planifiée à son emplacement pour éviter de couper le moins d'arbres possible. Ensuite, pour maximiser l'exposition sud au soleil. Choisir le terrain pour que le sol soit stable. Tous ces aspects-là qui sont pas regardés en ville. En ville, si on veut décider de construire un nouveau quartier puis qu'il y a un ruisseau qui passe, on rase, on met ce qu'on veut, puis on construit des bâtiments. Et bien souvent, avant de construire des nouveaux condos en ville, faut dépolluer le terrain. Oui, souvent. Parce que déjà, il est pollué. Donc, on vit dans un environnement plus ou moins pollué, mais je veux dire, il y a beaucoup de terrains pollués en ville. C'est pas santé du tout. C'est intéressant aussi parce que, tu sais, si on parle de santé, tu sais, les gens mangent n'importe quoi, respirent n'importe quoi, se fient sur le médecin pour alléger leur souffrance ou leur maladie. Mais au fond, il n'y a pas beaucoup de conscience sur la prise en charge de soi-même en tant que corps qui a besoin de certaines choses pour rester en santé. Tu sais, les gens font n'importe quoi sans aucune conscience et dans la paresse totale aussi. Tu sais, l'effort de faire quoi que ce soit de l'exercice, bien manger, faire attention à ce qu'on consomme. Les gens s'en fichent au fond. Tu sais, on vit dans une société très illusoire à mon humble avis. Tu sais, les gens sont pas conscients de ce qu'ils sont en tant qu'être humain. Alors, déjà, il faudrait comprendre ça avant de pouvoir changer un système, changer des infrastructures pour vivre dans un environnement qui soit non seulement plus écologique, mais plus santé aussi, parce que ces choses-là sont liées finalement. Oui, oui. Il faut être réaliste. Tu sais. Il faut se responsabiliser. Puis avant de pouvoir faire ça, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Ensuite, il faut décider de changer soi-même. Et ensuite, il faut décider de passer à l'action dans notre vie pour changer notre entourage. Ensuite, une fois qu'on va avoir une assez grande masse critique, une fois qu'il y a une grande masse critique de gens qui vont penser de cette façon-là, là, on pourra dire qu'on pourra changer le système. D'une certaine manière, parce que c'est le peuple, en fait, qui va décider de ces choses-là. Même si on dit souvent qu'on se fait mener par les gouvernements, faut pas oublier que c'est nous qui les élisons. Puis, si on décide, si le mouvement populaire décide de quelque chose,
la force du groupe. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Ouais, je pense que les gens commencent à réaliser qu'ils ont un pouvoir aussi, tu sais. Je pense que les gens avaient perdu toute idée que le peuple pouvait avoir un pouvoir, alors que le peuple a effectivement un pouvoir, mais comme tu dis, il faut que ce soit assis sur une conscience des choses, sur une conscience individuelle et collective des sociétés dans lesquelles on vit, de la société dans laquelle on vit. Effectivement. Dis-moi donc, est-ce que tu considères, Benoît Deschamps, que tu es un être marginal? Peut-être dans certains aspects de ma personnalité ou dans mes choix que présentement je suis en train de faire, mais je suis convaincu que je suis plus un visionnaire, quelqu'un qui voit plus dans le futur. Donc souvent, on va voir les gens qui regardent dans le futur un peu fou, un peu marginal, pour en fait se rendre compte dans 10-15 ans qu'il y avait raison. Donc moi, je me fie à un autre marginal qui est Michael Reynolds, celui qui a pensé Warship. J'ai regardé toute son histoire, j'ai compris sa vie, j'ai compris ses choix, puis c'est venu me chercher moi-même dans les convictions écologiques que j'avais déjà. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai adapté à nos besoins, à notre société, à notre climat, puis on en a fait ce que vous voyez là. Donc c'est oui, je suis marginal de certaine manière, mais en fait, on va se retrouver peut-être tellement de marginaux qu'un jour, ça va être la normalité. En fait, je l'espère. En tout cas, si t'es un marginal, tu construis quelque chose, tu sais, je veux dire, c'est pas juste des idées en l'air, là, juste de l'idéologie, mais t'es dans le concret. Tu construis le rêve, ta vision, tu l'appliques, tu sais, on peut pas dire le contraire, là. C'est le fun de rêver, c'est le fun de planifier, mais un jour, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose, sinon il n'y a jamais rien qui va changer. Donc, tu veux voir un changement dans ta vie, tu dois être le premier moteur de ce changement-là. Et souvent, c'est ce que les gens se rendent pas compte, c'est que on a tout le temps l'impression, comme vous le disiez tantôt, que faut que ça toujours que ça vienne de l'extérieur. C'est le médecin qui va m'apporter la santé, c'est ci, c'est ça qui va m'aider. C'est toujours la faute des autres. Puis les solutions, c'est toujours les autres qui doivent t'apporter les solutions. Mais moi, par rapport à moi-même, j'en ai des responsabilités. Il faut que je les prenne aussi, tu sais. Mais les gens voient pas ça comme ça, tu sais. Eux, ils veulent tous les bénéfices, mais sans payer le prix. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ça va faire un temps. Ça va faire un temps parce que ces choix-là, de pas payer le prix, de toujours avoir tout, ça a un prix. Ça a un prix. Et c'est récent, cette mentalité-là, au fond. C'est depuis la société d'abondance capitaliste. Tu sais. Avant ça, les gens étaient beaucoup plus proches de la réalité, de la terre, des valeurs humaines que depuis 50 ans, là, où on vit dans le superficiel, l'artificiel, n'importe quoi. Tu sais, puis on se perd, on est complètement perdu là-dedans, tu sais. Puis, et c'est curieux que des gens qui reviennent à ou qui sont dans des valeurs essentielles soient considérés comme des marginaux, tu sais, alors que ça devrait être la norme déjà. On redécouvre les choses. C'est comme nos ancêtres faisaient. C'est que c'est un retour à la terre. On se rend compte que notre mode de vie a des conséquences. Maintenant, il y a de plus en plus d'individus qui s'ouvrent les yeux, façon de parler, qui disent, mais voyons, ce qu'on fait là, ça n'a pas d'allure, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, c'est à ce moment-là, on s'en rend compte. Ensuite, il faut admettre qu'on est responsable de ces changements-là qui se passent dans la nature, dans l'environnement, la pollution, les changements climatiques, ces choses-là. Il faut se rendre compte aussi que nous, on peut changer les choses. À partir de ce moment-là, on commence à penser, on change notre vision du monde. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on peut dire, si je fais ça, ça va avoir tel impact, mais positif, plutôt qu'avoir un impact négatif. Tu structures ta vie alentour de cette philosophie-là, ça va changer ta vie, ça va changer ton être intérieur, ça va changer ta perception, ça va amener des projets comme ça. Ça donne la motivation pour construire, pour changer, pour essayer des choses. Puis on n'a pas le choix avec 7 milliards d'individus sur la planète. On peut plus vivre comme avant. On est obligé d'adapter notre façon de vivre pour pouvoir préserver justement notre environnement, puis éléguer un environnement encore sain à nos enfants. Autrement, je veux dire, plus il y a de monde sur la planète, plus on la siphonne, la planète. Donc, il va falloir, à un moment donné, prendre conscience qu'il faut la respecter et changer notre façon de vivre pour pouvoir continuer à exister comme
race humaine, devrions-nous dire, tu sais. Faut pas oublier que c'est la planète qui nous maintient en vie. À la base de tout, si on décide que c'est nous qui avons raison, puis qu'on va façonner la Terre à notre image, d'une certaine manière, là, à notre volonté, on risque de se retrouver devant un gros problème. Parce qu'on va nous-mêmes hypothéquer notre avenir. On va nous-mêmes, en tant que race, avoir des problèmes à survivre. Alors qu'il faut comprendre que la nature est là pour nous aider. Il faut marcher de concert avec elle. C'est comme ça. Alors, il faut comprendre ça. Une fois que c'est compris, il faut apporter des changements dans notre vie. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est pas très compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. Mais pourquoi tout le monde comprend pas ça, tu sais? Bon, on est là, on en parle exprès pour faire comprendre aux gens, ou les éveiller, pour qu'ils puissent comprendre qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on est capable de changer, puis que c'est pas juste quelques individus un peu partout qui ont toujours des bâtons dans les roues. Ça se fait. Dis-moi, on a parlé de plein de choses intéressantes. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais aimé parler, dont je t'ai pas fait parler? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Tu trouves qu'on a fait le tour de la question? Il y a tellement de choses à parler que je sais pas par où commencer, mais on a quand même fait un bon couvert de ce qui est important, je crois, de parler, de faire comprendre aux gens pourquoi est-ce qu'on a bâti ça ici. Donc ça a tout été couvert. Après ça, c'est les aspects techniques. Mais ça parle pas de tout le monde, la technique. Il faut comprendre le pourquoi on le fait, là. Donc l'empreinte globale de ce qu'on a fait. Ça peut être quelque chose à discuter, la motivation. Oui, parce que tes motivations, on les comprend, en fait. Pour toi, est-ce que ça t'a demandé beaucoup de motivation, beaucoup de, comment je te dirais, de courage pour réaliser une maison comme celle-ci? Ça prend beaucoup de conviction. Il faut être sûr de ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. C'est ça, en fait, qui donne la motivation que tu fais la bonne chose. Donc, une fois que tu es sûr que ce que tu vas faire, c'est la bonne chose, là, tu sais que tu t'en vas dans la bonne direction. Tu sais que ce que tu vas faire, ça va être correct, ça va être bien fait, puis tu le regretteras pas, ça va avoir un impact positif. Je pense que c'est ça qui est à l'essentiel, c'est d'être convaincu que ce qu'on fait, c'est bien. Il peut y avoir des petits « oups ». On n'est jamais parfait. Il n'y a jamais rien de blanc ou de noir. C'est toujours un peu gris. Mais d'être convaincu, c'est ça qui me motive. C'est que je suis convaincu qu'ici, je fais une bonne chose. Je suis convaincu qu'ici, ce milieu de vie-là va être sain pour ma famille. Je suis convaincu que ça va être efficace. Je suis convaincu que c'est écologique. Je suis convaincu que je vais être capable de vivre ici confortablement, que ça me coûtera pas trop cher. Même un aspect financier, on en parlait tantôt. Donc, c'est sûr qu'au niveau des factures récurrentes, mois par mois, ça va me coûter un peu moins cher que d'autres ménages. Je vais être en contact avec la nature, un milieu plus sain pour notre air, notre eau, tout ça. Donc, c'est quand on voit cet aspect global-là, qu'on est convaincu que c'est la bonne chose à faire, de là, on peut tirer notre motivation. À partir de là, c'est de l'énergie pour le concrétiser. Là, ça, c'est une autre chose. Moi, je dis tout le temps qu'il y a 3 facteurs qui font qu'on a besoin pour qu'un projet comme ça se réalise. Ça prend le temps. Souvent, dans notre société, on travaille, on a toutes sortes d'activités, on n'a pas le temps. Donc, ça prend le temps, il faut se libérer. Ça prend l'argent. Ça prend la forme physique, parce que c'est quand même exigeant physiquement de construire, de soulever des matériaux, de travailler de ses mains et tout ça, tu sais, des paquets des pneus, là, c'est difficile. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, quand on est jeune, adolescent, on a du temps, on n'a pas d'argent, on a de la forme physique, donc il manque un facteur. Ensuite, quand on est dans ma tranche d'âge, moi j'ai entre les 30-35 ans, on n'a pas de temps, parce qu'on a une famille, on travaille, on n'a pas de temps. On a de l'argent quand même, parce que ça fait un bout de temps qu'on travaille. Puis on a de l'énergie, on a encore de la forme physique, mais il nous manque de temps. Donc il manque encore un facteur. Quand on est plus vieux, on a moins l'énergie, on a l'argent, on a le temps, on a moins l'énergie, on n'a plus la forme physique. Donc il faut... Idéalement, mais ça... Je parle globalement. C'est sûr que si on va chercher des individus, il y a toujours été de différence, mais tu sais, j'essaie de conceptualiser un peu l'aspect qu'on le fait ou on le fait pas. Pourquoi est-ce que les gens y arrivent pas? Tu sais, c'est... Donc, ça devient un grand projet de vie. Pour toi, c'est ton grand projet de vie. Oui, c'est certain. Je pense pas que je vais en construire 2 comme ça, là. Nous, on a tout planifié pour que ici, on passe le restant de nos jours ici.
Et les seuils de porte sont au niveau du sol. Donc, s'il nous arrive quelque chose, on est plus vieux, on est quand même capable de circuler ici. C'est tout un seul plancher, pas d'escalier, des choses comme ça. Même en chaise roulante électrique. Même en chaise roulante. S'il arrive quelque chose, on est capable d'accéder au bâtiment. C'est tout pensé dans cette philosophie-là, dans le fond. Faire un bâtiment pour une vie. Pour y habiter, puis passer notre vie, là. Donc... C'est merveilleux. Je vais te le dire carrément. Pour moi, c'est une grande découverte. Puis on s'est parlé au téléphone, j'avais vu les photos, le site web, les vidéos et tout ça. Je trouvais ça intéressant. Mais quand on vient ici, puis qu'on voit le lieu, puis qu'on te rend compte, puis la façon dont t'en parles, c'est comme wow, c'est formidable. Moi, ça me branche vraiment ça. C'est un beau projet de vie. Ça nous renouvelle, nous. À chaque fois qu'il y a des personnes comme vous qui venez, puis qui nous faites part de comment c'est formidable, ouais. Nous, ça nous renouvelle, ça nous redonne l'énergie, ça nous donne envie de continuer de pousser, puis de continuer à communiquer par passer l'information aussi. Tu sais, c'est à quelque part, c'est sûr, ça prend la motivation, mais on est tous humains. On a des moments où on est fatigué, parce que ça tente plus, t'as envie que ça finisse, c'est frustré. Ouais. Il y a des choses, des fois, ça va pas tout le temps super bien, là, ça reste que... Ouais. On fait pas ça de nos vies. Moi, je suis pas un constructeur. Je fais pas ça de ma vie, moi, gagner ma vie. Là. Je suis pas dans la construction. Fait qu'il y a des choses que je sais, des choses que je sais moins. Il y a des fois, je fais des erreurs. Il faut que je recommence mon travail parce que, maudit, j'aurais dû faire ça, c'est vrai. Puis là, je recommence. Ouais. Fait que ça fatigue, tu sais. Moi, je suis fatigué, là. Ça fait 6 mois, là, que j'arrête pas. La famille, la nouvelle maison, je veux dire... Et nous, ça remonte à 2 ans, là. Ouais. T'es plus loin que ça, t'as là. beau être jeune, là, tu sais... Ça les choix de tantôt, là, l'argent, le temps, c'est ça, mais il y a aussi le stress. Oui. Derrière, c'est quand même du stress, hein. L'argent, c'est toujours un stress aussi, hein. Ouais. Ben, on a des quand même bonnes nouvelles récemment au niveau de l'argent. C'est que, tu sais, on planifiait un budget, on avait un certain budget parce qu'on a vendu notre maison et tout ça. Fait qu'on a bâti avec l'argent qu'on avait. Mais on se disait, bon, ça serait le fun de compléter le plus rapidement possible pour éviter de payer à deux endroits et tout ça. Puis on veut pas non plus déménager dans une maison à moitié finie. Puis bon. Ça coûte cher. Fait qu'on est allé chercher des sous. Ouais. Puis la caisse populaire a été d'accord pour hypothéquer la maison. Donc là, on a un montant qui a été libéré. Donc moi, j'ai des factures, je leur présente les factures, puis ils me mettent une hypothèque. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on est assuré. Ça veut dire qu'on a obtenu une hypothèque, donc ça crée un précédent pour toutes les autres qui vont vouloir se construire une maison. On n'est plus limité à un moyen financier restreint à quelqu'un qui est obligé de tout fournir l'argent de sa poche. Maintenant, il y a un précédent ici qui dit, regardez, ils l'ont fait avec tant d'argent, avec un prêt de temps. Donc, vous êtes capable de le faire aussi. Regardez, ils ont prêté là, pourquoi vous me prêtez pas moi aussi? Et maintenant, il y a un précédent. C'est merveilleux. Puis maintenant, t'as pas besoin d'être un expert non plus. Le réseau de contact est tellement bien développé que si tu rentres dans le réseau, il y a plein de gens qui vont pouvoir t'aider. Soit donner de l'information ou même te donner un coup de main. Donc, maintenant, moi, j'ai plein de choses que j'ai appris avec cette construction-là. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me posent des questions. Je vais leur dire, regarde, moi, je l'ai fait comme ça. Tu peux le faire comme ça marche très bien. Je peux même te montrer, si tu veux, je peux me déplacer chez vous. T'es venu m'aider 2 fois cet été. Gratuitement, je vais me déplacer chez vous, je vais te montrer comment faire ton truc. Puis c'est là, hein, quand on parlait d'alternatif aussi un peu, là. C'est de changer un peu le mode de vie, de construction, de notre façon de penser. Que tout doit être rémunéré tout le temps. Puis chacun doit gagner sa vie dans son petit domaine. Et tout ça, on vient faire un réseau social. Et c'est ça qui est intéressant, ça. Puis là, ben, la caisse ou la banque a décidé de te financer. Donc, il y a une reconnaissance aussi. Tu sais, c'est pas là un rêve là dans les airs là qui va peut-être se finir un jour. C'est quelque chose de réel, de concret. Bon, on l'a bien planifié aussi. On a été très méticuleux dans notre démarche. On a fait faire des plans par un architecte. J'ai fait faire des calculs par un ingénieur. On a tout vérifié des affaires parce que quand tu investis 200 000 $ dans une maison comme ça, tu es sûr de pas faire des faux pas, tu sais. Causer des problèmes. Fait qu'elle va te coûter 200 000 $, cette maison-là? Ouais. Ah ouais, c'est pas... C'est quand même pas excessif.
Non, c'est pas excessif, mais c'est pas donné non plus. Non, c'est sûr que c'est pas une maison, on va dire, à 100 000, super abordable, là. Puis t'arrives pas clé en main, là. T'sais. Non, c'est ça. Parce qu'elle te coûte 200 000 $ en argent, mais tout le travail, le temps, elle va valoir plus que 200 000 finalement. Faut pas compter nos heures, parce que si tu comptes les heures, si j'avais quelqu'un, un entrepreneur, des gens de la construction qui seraient venus construire ça ici, je sais pas combien ça aurait monté. Ouais. Ça aurait coûté cher. Mais on peut avoir une idée. Earthship. Eux, ils ont une équipe qui construisent des maisons. Puis nous, c'était un choix qu'on avait à faire aussi au début, c'est que on aurait pu les faire venir ici. Puis on a tout fait la liste des dépenses qui est impliquée dans le fait de les faire venir. Ça monte à la facture à 600 000. Ouf! Parce que Earthship, aux États-Unis, ils construisent des maisons? Ils en construisent pour les gens. Donc, la personne, il faut qu'elle fasse les démarches pour avoir les permis. Il faut qu'elle ait l'argent, il faut qu'elle ait tout ça. Une fois que tout ça s'est établi, ben là, il faut que tu sois retenu parmi les... C'est comme si tu postulais sur « Hey, s'il vous plaît, moi, je veux que vous construisez ma maison. » Puis là, ils vont « Ah, ok, ouais, toi, on va choisir, tu sais, pour telle raison. » C'est comme si tu t'appliquais sur une job, là. Ouais. Puis là, tu vas savoir, t'es candidat, t'es choisi. C'est ça. Fait que là, il y a quelques personnes comme ça, là, puis à chaque année, il y a une maison Earthship qui se construit. Comme là, il y en a eu, je pense, les 2 dernières années au Canada. En Alberta, puis Manitoba. Il y en a eu 2. Des vrais Earthship, qu'on va dire. Moi, c'est une adaptation. Je suis autoconstructeur. Eux, ils peuvent avoir le label comme Earthship parce que ça a été fait par Michael Reynolds puis par l'équipe. Mais ça aussi, ça a des implications au niveau de l'environnement. C'est super, cette maison-là. Ça coûte très cher, évidemment. Mais ils font venir aussi des matériaux de Taos, Nouveau-Mexique, parce qu'ils font préfabriquer beaucoup de choses. Parce que quand ils se déplacent, ça coûte cher, l'équipe. Il faut que tu les loges, il faut que tu les payes le billet d'avion et tout ça. Fait qu'ils veulent minimiser le temps qu'ils sont en chantier. Fait que c'est très, 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 très optimisé. Donc, un mois, la maison est montée du sol au plafond. Puis ensuite, tu tombes dans la finition à l'intérieur quand ils partent. Fait que ça va vite, mais il y a beaucoup de choses qui sont préfabriquées. Fait qu'ils font venir des matériaux des États-Unis, d'aller au bout du Nouveau-Mexique en van qui arrivent ici. Fait que ça, ben, c'est des camions qui se déplacent, c'est de l'essence qui est brûlée, c'est de l'économie locale qui est perdue. Moi, je suis plus pour une approche d'économie locale. Donc, moi, ici, mon bois, il est acheté à la série locale. J'ai fait travailler des entrepreneurs, c'est pour des choses comme la dalle. Ça aussi, ça compte. C'est ça, c'est très important. Toutes ces philosophies. Tu sais, du bois qui arrive du Nouveau-Mexique, puis dans notre climat à nous, il doit travailler aussi. Je sais pas. Il y a des chances, c'est comme quand tu achètes des œuvres d'art en bois là, qui viennent de Thaïlande, des pays comme ça. Puis là, ça arrive ici, puis comme nos maisons sont plus sèches et tout ça, ça fend. Le bois fend. Ouais. Alors, c'est probablement la même chose pour des matériaux qui arrivent du Nouveau-Mexique. Tu sais, Donc, si le projet vous intéresse, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Internet. Vous cherchez Maison de pneus Mauricie sur Google. On a un blog sur Overblog, puis on a une page Facebook. Donc, dans le moteur de recherche Facebook, si vous cherchez Maison de pneus Mauricie, vous arrivez sur notre page. Si vous cliquez j'aime, vous allez pouvoir suivre tous nos événements. Donc, dans le courant de l'été prochain, on va avoir des événements, par exemple, pour finir les murs en Adobe à l'intérieur. Donc, c'est des techniques qui vous intéressent pour apprendre ces choses-là. Faites j'aime sur notre page, suivez-nous. On publie des photos. Donc, vous allez trouver plein d'informations. On pourrait répondre à vos questions. Merci beaucoup, beaucoup, Benoît. C'est un plaisir réel de te rencontrer, vraiment. Et moi, je suis ébloui par ton projet de vie et j'aimerais ça avoir une maison comme ça, moi. Je la trouve très, très belle en plus, avec l'environnement et tout. C'est une espèce de cocon agréable. Et j'aime aussi l'aspect vivant de la maison aussi, parce que c'est une maison qui est vivante, c'est pas une maison qui est morte. Ce qui me manquerait à mon goût, c'est peut-être une cheminée, un foyer avec une cheminée là pour voir le bois crépiter et puis l'odeur du bois crépiter dans la maison. Il y en a une, le poêle à bois n'est pas installé, mais il y en a une. Puis nous aussi, on apprécie beaucoup le feu de foyer là, avec le bois et tout. Là. Ouais. Une fois terminé, ça va être une maison très chaleureuse, et très vivante, très stimulante, je pense. Vous allez avoir vraiment du plaisir à y habiter. Hein. Oui. En tout cas, j'ai du plaisir à la construire.
Il arrive des oups, des fois on a des frustrations, mais on passe outre parce qu'il faut garder l'esprit large, donc on voit dans le futur encore, puis on voit qu'est-ce que ça va nous apporter, on lâche pas. Vous devez avoir hâte de l'habiter, la maison. Oui, mais on construit, on lâche pas, étape après étape, puis on va y arriver. Merci aussi à vous de vous être intéressé à ce type de construction-là. Ben, c'est difficile de pas s'y intéresser, je vais te dire, Benoît, c'est formidable. Très, très beau projet. Merci encore. Merci. Je suppose être monsieur environnement, mais je fume encore.